Pendant des années, la fille du milliardaire vécut dans le silence. Aucun sourire, aucun pas, aucune réponse des médecins. Son père, Édouard Morel, dépensa une fortune en machines, en spécialistes et en traitements expérimentaux, mais rien ne changea. Puis, un jour, un petit garçon pauvre arriva à la villa, curieux, sans diplôme ni promesse, seulement avec quelques jouets, de la patience et une étrange forme de courage. Un jour, il fit quelque chose qu'aucun adulte n'aurait osé faire, et tout changea. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de nous dire en commentaire depuis quel endroit du monde vous nous regardez. Cela nous fait toujours plaisir. Édouard Morel était assis seul dans le vaste salon de sa demeure, une ancienne villa bourgeoise située aux abords de Versailles. L'endroit était calme, trop calme. Autrefois, il menait une vie rapide, pleine de réunions d'affaires, de voyages internationaux et de luxe. Mais tout cela s'était effondré après la mort tragique de son épouse. Désormais, tout son univers tournait autour d'une seule personne, Anne-Livia, sa fille. Elle était née avec une maladie rare qui l'avait laissée complètement paralysée et incapable de parler. Les médecins avaient tout tenté avant de lui annoncer qu'il n'y avait plus aucun espoir de guérison ni de communication. Mais Édouard refusa d'accepter cette fatalité. Il vendit la majorité de ses entreprises et transforma sa maison en véritable clinique privée. Des machines, des moniteurs, des appareils de rééducation dernier cri et une équipe médicale à plein temps occupaient désormais chaque pièce. Pourtant, rien n'y fit. Anne-Livia ne bougeait pas, ne réagissait pas. Malgré tout, Édouard restait chaque jour à ses côtés. Il s'asseyait près de son lit, lui parlait ou se contentait de lui tenir la main en silence, espérant qu'un jour, elle lui répondrait. Chaque matin commençait de la même manière. Il se levait tôt, vérifiait les constantes vitales de sa fille et aidait les infirmières dans les soins du matin. Il ne faisait confiance à personne d'autre pour veiller sur elle sans sa présence. Pendant qu'elles ajustaient les sondes ou changeaient sa position pour éviter les escarres, il lui parlait doucement. Elle ne clignait pas, ne tournait pas la tête, ne donnait aucun signe de compréhension. Mais Édouard en était convaincu. Elle entendait. Il lui racontait son passé, comment il avait rencontré sa mère, leurs rêves de famille, et combien ils avaient attendu sa naissance. Parfois, il lui faisait écouter leurs vieilles chansons préférées, se souvenant du temps où elle pouvait encore bouger un peu. Il essayait de stimuler ses sens, musique classique, parfums de lavande, tissus de différentes textures. Mais rien ne changeait. Même ainsi, Édouard ne renonça jamais. Il croyait, au plus profond de lui, que son esprit était bien là, prisonnier d'un corps immobile. Il espérait un signe, ne serait-ce qu'un infime mouvement de doigt, pour confirmer qu'elle était encore présente. Les jours devinrent des mois, puis des années. Sa vie se réduisit à une suite de rituels et de silences. Il ne répondait plus au téléphone, n'allait plus à Paris, n'assistait plus à aucune réception. Il était devenu un fantôme pour le monde extérieur. Ses seules interactions se limitaient au personnel soignant, brèves et purement techniques. La villa, autrefois remplie de rires et de musique, n'était plus qu'un lieu froid et stérile. Chaque pièce abritait un appareil médical, et les couloirs ne résonnaient là plus que du bip monotone des moniteurs ou du bruit feutré de ses pas. Au repas, il s'asseyait dans la chambre d'Anne-Livia et lui parlait comme si elle pouvait lui répondre. Il décrivait ce qu'il mangeait, lui posait des questions, puis attendait, même s'il savait qu'aucune réponse ne viendrait. Parfois, il pleurait doucement, sans bruit, laissant simplement les larmes couler le long de ses joues pendant qu'il lui tenait la main. Le silence de la maison devenait parfois insupportable. Il passait des heures à la regarder, cherchant un mouvement,
un signe, une preuve qu'il n'était pas seul. Il étudiait ses yeux, espérant les voir bouger à sa voix, mais rien ne se produisait. Il avait fait venir des spécialistes du monde entier, importer les technologies les plus avancées, tenter des thérapies expérimentales. Certains médecins avaient même remis en cause sa santé mentale, le croyant dans le déni. Mais Édouard s'en moquait. Il avait accepté la douleur depuis longtemps, mais pas la résignation. Abandonner sa fille, ce serait perdre une seconde fois sa femme. Alors, il s'accrochait à l'espoir. C'était tout ce qui donnait un sens à sa vie. Sans cela, tout s'écroulerait. Et même si chaque jour semblait une répétition sans fin, il choisissait de croire qu'un jour, quelque chose changerait. Le soir venu, Édouard suivait le même rituel. Il tamisait la lumière dans la chambre d'Anne-Olivia, lui racontait une histoire pour la nuit et restait assis à ses côtés jusqu'à ce que le sommeil le gagne à son tour. Il dormait souvent dans le fauteuil à côté d'elle, refusant de la laisser seule, même pour quelques heures. Il ne faisait plus confiance au sommeil. Trop de fois, il s'était réveillé en sursaut, paniqué à l'idée que quelque chose ait pu arriver pendant qu'il se reposait, même avec une équipe de professionnels qui la surveillaient jour et nuit. Il ne parvenait pas à se détendre. Sa présence ne changeait rien à son état physique, mais sur le plan émotionnel, elle avait une importance immense pour lui. C'était tout ce qu'il pouvait encore lui offrir, son temps, sa voix, ses soins. Il lui parlait comme si elle pouvait l'entendre, lui racontant les petits événements de la journée ou lui rappelant la fleur préférée de sa mère. Anne-Livia ne montrait aucun signe de reconnaissance, mais Édouard ne cessait d'essayer. Chaque nuit se terminait de la même manière, avec l'espoir que le lendemain serait différent. Le silence dans la villa faisait désormais partie de la vie d'Édouard. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était l'absence de réponse, de progrès, de certitude que sa fille était encore présente d'esprit. Ce silence était devenu la chose la plus bruyante de son univers. Il avait abandonné tout ce qu'il aimait autrefois, tout ce qui faisait son nom, simplement pour rester auprès de sa fille. La plupart des gens seraient en partie, auraient accepté le diagnostic et continué leur vie, mais pas Édouard. Son amour pour Anne-Livia était plus fort que toute logique ou opinion scientifique. Chaque jour représentait à la fois une épreuve et une chance. Peut-être que ce serait le jour où elle clignerait des yeux, bougerait un doigt, émettrait un son. Et même si ce jour ne venait jamais, il avait trouvé la paix dans sa décision. Sa vie consistait désormais à attendre et à aimer quelqu'un qui ne pouvait pas répondre, convaincu qu'elle était encore là, vivante dans son esprit. Ainsi, il restait chaque jour à ses côtés, lui tenant la main, lui parlant doucement et espérant un miracle. La maison, autrefois froide et silencieuse, connut un changement inattendu. Un matin, une femme nommée Madame Célie se présenta à la porte, tenant la main de son jeune fils Gabriel. Elle paraissait fatiguée, mais bienveillante, vêtue de vêtements simples et un peu usés. Elle cherchait du travail, n'importe lequel. Édouard ne posa pas beaucoup de questions. Il la regarda, puis regarda le garçon, et accepta de l'embaucher comme femme de ménage. Elle demanda si Gabriel pouvait rester avec elle, n'ayant personne pour le garder. Édouard hocha la tête. Il ne se souciait plus de grand-chose. Tant que la maison restait propre et que le calme était respecté, cela suffisait. Gabriel, âgé de 8 ans, entra dans la villa les yeux écarquillés. Il ne semblait ni effrayé ni impressionné. Il marchait comme s'il avait toujours connu l'endroit. Il ne portait pas de chaussures et ses pieds nus faisaient à peine du bruit sur le sol froid. Curieux de tout, il observait les pièces, regardant en silence les infirmières et les machines sans poser de questions. Gabriel ne demanda pas qui était Anne-Livia. Il la trouva assise dans son fauteuil roulant, dans une pièce calme,
entourée de silence et d'appareils médicaux. Les infirmières étaient habituées à ce que les visiteurs soient d'être mal à l'aise, mais Gabriel ne l'était pas. Il entra simplement, la contempla un instant, puis s'assit par terre. Il sortit de sa poche une feuille de papier et quelques crayons de couleur et se mit à dessiner. Il ne parla pas, ne fixa pas, ne se comporta pas comme si quelque chose n'allait pas. Pour lui, elle n'était ni étrange ni effrayante. C'était simplement une fille sur une chaise. Les infirmières l'observaient à distance, surprises par sa spontanéité naturelle. Édouard passa devant la porte, vit le garçon assis là, dessinant à côté de sa fille, et s'arrêta. Ce n'était pas une scène à laquelle il s'attendait. Il ne dit rien, resta là un moment à regarder. Gabriel continua à venir voir Anne-Livia chaque jour. Il s'asseyait près d'elle et dessinait des animaux, des arbres, des maisons et parfois des personnages qui leur ressemblaient à tous deux. Peu à peu, les journées commencèrent à prendre une autre tonalité. Madame Célie nettoyait en silence, respectant toujours l'atmosphère du lieu. Elle préparait les repas d'Édouard, même s'il en mangeait à peine, et les déposait chaque jour sur la table sans un mot. Gabriel suivait son propre rythme, passant d'une pièce à l'autre, toujours pieds nus, toujours curieux. Il commença à laisser ses dessins par terre, près du fauteuil d'Anne-Livia. Certains étaient simples, d'autres débordèrent de couleurs. Il ne les expliquait pas, ne demandait pas si elle les aimait. Il les laissait simplement là. Édouard s'en aperçut. Il en ramassa quelques-uns et les garda. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'un petit quelque chose, discret mais essentiel, était en train de changer. Gabriel ne cherchait pas à réparer quoi que ce soit, ne regardait pas Édouard avec pitié, ne posait aucune question sur l'état d'Anne-Livia. Il existait simplement, avec sincérité et naturel, et cela suffisait à faire bouger quelque chose dans les murs de la maison. Un après-midi, Édouard s'assit dans le couloir, feignant de lire tout en observant Gabriel à travers la porte entr'ouverte. Le garçon parlait maintenant à Anne-Livia, sans attendre de réponse, bavardant simplement de petites choses. Ce qu'il avait mangé à midi, un oiseau aperçu dans le jardin, un rêve idiot qu'il avait fait. Ces mots étaient les simples, sa voix paisible. Édouard écoutait. Il ne savait pas vraiment pourquoi cela comptait, mais la présence du garçon rendait le silence moins lourd. Même les infirmières se mirent à sourire plus souvent. Les machines continuèrent de biper comme toujours, et Anne-Livia restait immobile. Mais Édouard remarquait des détails. La pièce semblait plus chaude, la tension dans l'air moins vive. Un jour, Gabriel apporta un jouet, une toupie en bois. Il la fit tourner sur le sol, et elle resta en mouvement longtemps avant de basculer. Il rit doucement, puis se tourna vers Anne-Livia et dit « Tu as vu ça ?» comme si elle pouvait répondre. Édouard sentit quelque chose dans sa poitrine, une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Un autre jour, Gabriel posa un petit chien en peluche sur les genoux d'Anne-Livia. Il était vieux, borgne, mais semblait doux et aimé. « Lui non plus ne parle pas, » dit Gabriel en s'asseyant en tailleur sur le sol. « Mais j'aime bien qu'il soit là. » Édouard, qui venait d'entrer, entendit ces mots. Il ne dit rien, resta simplement dans le couloir. Cette nuit-là, il prit la peluche, la regarda longuement, puis la remit doucement sur les genoux de sa fille avant d'aller se coucher. Peu à peu, sans qu'aucun événement marquant n'arrive, l'atmosphère de la maison commença à changer. Elle restait calme, mais ce n'était plus le silence qui faisait mal. Le rire de Gabriel résonnait parfois dans les couloirs. Il jouait avec les ombres sur les murs, faisait rouler des crayons sur le sol ou fredonnait des airs sans paroles. Édouard se surprit à écouter ces sons, à les attendre, à les regretter quand ils cessaient. La villa n'était pas guérie, mais elle n'était plus figée dans le temps. Un matin,
Édouard entra dans la chambre d'Anne-Livia et vit Gabriel déjà là, dessinant sur le sol. À côté du fauteuil roulant, un nouveau dessin montrait deux enfants se tenant la main sous un arbre. L'un était en fauteuil, l'autre pieds nus. Édouard le contempla longuement, puis regarda sa fille. Son visage n'avait pas changé, mais il ressentit quelque chose de différent. Peut-être que c'était lui. Peut-être que c'était l'espoir, discret, qui revenait sans qu'on le remarque. Gabriel ne leva pas la tête, il continuait à dessiner. Édouard s'assit dans un coin de la pièce, sans dire un mot. Il ne savait pas ce que ce garçon avait apporté dans la maison, mais c'était quelque chose de réel. Pas de la médecine, ni de la thérapie, ni de la science, juste une présence. Gabriel n'avait pas besoin d'explications ni de résultats. Il était simplement là. Et dans cette façon simple d'exister, il changeait tout. Édouard regarda la main du garçon glisser sur le papier, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit de nouveau curieux. Gabriel faisait désormais partie du quotidien. Chaque matin après le petit déjeuner, il allait voir Anne-Livia sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas une obligation, c'était simplement ce qu'il voulait faire. Il portait un petit sac en toile contenant de vieux jouets qu'il avait emportés de la petite maison où il vivait avant. Des animaux en plastique abîmés, quelques figurines cassées, une voiture sans roues. C'étaient des trésors pour lui, qu'il partageait volontiers. Il les déposait un à un sur le sol près du fauteuil, leur inventait des voix et des personnalités étranges. Parfois, il improvisait de petites histoires d'aventure, jouant plusieurs rôles à la fois. D'autres fois, il essayait de faire rire Anne-Livia, en faisant des grimaces ou en simulant une chute pendant le jeu. Il n'attendait pas de réaction, il continuait simplement à venir, à lui parler comme si elle entendait tout, même si elle ne répondait jamais. Et puis, un jour, il se produisit quelque chose de minuscule. Gabriel racontait une histoire absurde sur une girafe de l'espace quand il la vit cligner des yeux lentement. Pas un clignement automatique, non. Quelque chose de différent, plus volontaire. Il s'arrêta, fit passer un jouet de gauche à droite devant ses yeux, observant attentivement son regard. Ses yeux suivirent le mouvement, à peine, mais ils suivirent. Il prononça doucement son nom, et pendant une seconde, son regard sembla se tourner vers lui. Ce n'était ni clair, ni spectaculaire, mais Gabriel le remarqua. Il n'en parla ni à Édouard, ni aux infirmières. Il décida simplement d'essayer encore. Le lendemain, il revint avec encore plus de jouets, de nouvelles histoires, des voix étranges. À chaque fois, il tentait quelque chose de différent. Parler plus fort, bouger plus lentement, applaudir, faire semblant de pleurer. Et chaque fois, il voyait de petits signes, un clignement plus long, un léger frémissement de doigts, un éclat doux dans ses yeux. Il ne pensait pas en termes scientifiques, ne cherchait pas de grands mots. Pour lui, c'était simple. Elle était là et elle réagissait. Gabriel ne garda pas tout cela pour lui. Sa mère, Madame Célie, observait toujours attentivement son fils et ce qu'il faisait dans cette maison où, pour la première fois depuis des années, la vie semblait doucement revenir. Elle ne les interrompait jamais quand il était avec Anne-Livia, mais elle jetait souvent un coup d'œil discret dans la pièce. Peu à peu, elle commença à remarquer les mêmes petits changements. Femme observatrice, elle se mit à tout noter. Elle prit un carnet et écrivit des choses simples comme « Anne a cligné des yeux après que Gabriel a ri » ou « Anne a regardé le jouet rouge ». Au début, elle pensa que c'était son imagination, mais au fil des jours, ses réactions infimes se répétèrent de plus en plus souvent. Elle montra ses notes à une infirmière qui haussa les épaules en disant que ce devait être un hasard, mais que cela valait peut-être la peine de continuer à observer. Madame Célie, pourtant, continua d'écrire. Elle croyait à ce qu'elle voyait.
Elle avait assez vécu pour reconnaître quand quelque chose de vrai était en train de se produire, même si les autres n'y croyaient pas encore. Gabriel, lui, ne semblait pas surpris. Il continuait à jouer et à parler comme si tout cela était normal. Pour lui, Anne-Livia avait toujours été vivante à l'intérieur. Peu à peu, la maison changea d'atmosphère. Ce n'était plus seulement une routine médicale. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer, mais qu'on pouvait sentir. Les infirmières étaient moins tendues. Édouard passait plus souvent devant la chambre de sa fille. Parfois, il restait sur le seuil, observant Gabriel pendant de longues minutes sans rien dire. Un après-midi, il entra même et s'assit dans un coin, silencieux. Gabriel n'en fut pas gêné et continua à inventer ses petites histoires, inconscient de l'effet qu'il produisait. Le silence qui régnait autrefois dans la maison était toujours là, mais il n'avait plus le même poids. Il était devenu léger, presque vivant. Sous la surface, quelque chose bougeait, comme un courant invisible. Même Anne-Livia, encore incapable de parler ou de bouger, avait un éclat différent dans les yeux. Difficile à mesurer, mais indéniable. La connexion était réelle. Édouard ne voulut d'abord pas y croire. Des années durant, il avait entendu les médecins répéter qu'il n'y avait aucun espoir. Il avait appris à n'attendre rien. Mais, à présent, il se surprenait à chercher lui-même les signes. Les yeux d'Anne-Livia qui s'écarquillaient légèrement quand Gabriel parlait plus fort, ou ses paupières qui clignaient plus vite quand le garçon faisait une plaisanterie. Un soir, il s'assit près d'elle et demanda doucement « Tu m'entends » Il n'attendait pas de réponse, mais ses yeux bougèrent à peine dans sa direction. Son cœur s'emballa. Était-ce une illusion ou bien... Il demanda à une infirmière de l'observer de plus près pendant la journée, d'en faire des rapports. Il lut même le carnet de Madame Célie. Ces notes simples, écrites par une femme de ménage, ébranlèrent quelque chose en lui. Pendant toutes ces années, des spécialistes hautement qualifiés n'avaient rien pu faire. Et voilà qu'un enfant de 8 ans et une femme silencieuse remarquèrent ce que personne d'autre n'avait vu. Cela remit en question tout ce qu'il croyait savoir. Le changement ne survint pas comme un miracle. Anne-Livia ne parla pas soudain, ne leva pas les bras. Mais il y avait bel et bien une différence. Ses yeux n'étaient plus vides. Lorsqu'elle entendait Gabriel entrer, il semblait le chercher. Sa respiration devenait plus régulière lorsqu'il lui parlait. Même son rythme cardiaque sur le moniteur variait légèrement quand il s'asseyait près d'elle pour raconter ses histoires folles. Les infirmières commencèrent elles aussi à le remarquer. Gabriel, pourtant, n'agissait pas comme s'il accomplissait quelque chose d'extraordinaire. Il restait lui-même, simple, curieux, plein d'imagination. Il continuait à dessiner, à jouer, à lui parler, à la faire sourire à sa manière. Édouard, autrefois distant et fermé, se mit à passer davantage de temps près d'eux. Il parlait peu, mais il écoutait. Un petit garçon sans éducation spéciale faisait ce qu'aucune machine n'avait réussi, atteindre l'esprit et le cœur d'Anne-Livia. Et cela changea tout. Sans même s'en rendre compte, Gabriel avait créé quelque chose de nouveau, une vraie connexion. Et cette connexion, aussi infime fût-elle, était le premier vrai signe d'espoir. Ce jour-là, il faisait une chaleur accablante. Le soleil était haut et l'air pesant. Dans le petit parc voisin de la villa, quelques enfants jouaient à l'ombre des arbres. Pour la première fois depuis longtemps, Édouard avait accepté de sortir. Il n'aimait pas quitter la maison, surtout avec l'état d'Anne-Livia, mais Gabriel avait insisté. Madame Célie avait tout préparé. Un sac avec de l'eau, des collations, de la crème solaire et des vêtements de rechange. Anne-Livia fut installée avec soin dans son fauteuil roulant.
Et tous trois se mirent en route, lentement vers le parc, à quelques minutes à pied. Édouard poussa le fauteuil en silence, tandis que Gabriel courait devant, lançant une balle en l'air et bavardant de tout et de rien. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent un coin ombragé sous un grand arbre. Édouard s'assit sur un banc, le téléphone à la main, tandis que Madame Célie étendait une serviette au sol pour que Gabriel puisse s'y asseoir. Et Anne-Livia, bien qu'encore silencieuse, paraissait différente. Elle ne fixait plus le vide, comme à son habitude. Ses yeux étaient rivés sur quelque chose, l'escalier près de l'aire de jeu. Ce n'était pas un grand escalier, à peine 10 marches de béton descendant vers la partie inférieure du parc où jouaient d'autres enfants. Rien d'extraordinaire, mais Anne-Livia ne détournait pas le regard. Elle le fixait si intensément qu'il devenait impossible de ne pas le remarquer. Gabriel, toujours attentif aux moindres détails, s'en rendit compte le premier. Il suivit son regard, d'abord sans comprendre, puis se pencha près d'elle et murmura « Qu'est-ce que tu regardes ?» Elle ne répondit pas, mais ses yeux restèrent fixés sur les marches. Gabriel se redressa, s'avança vers l'escalier, puis se retourna. Son regard le suivit. Il fit un pas en arrière, et ses yeux revinrent vers les marches. Quelque chose l'attirait, sans qu'on puisse dire quoi. Pendant ce temps, Édouard parlait au téléphone, marchant un peu plus loin, le dos tourné. Madame Célie, gênée par la chaleur, s'était approchée de la fontaine pour remplir une bouteille d'eau. Ce ne fut qu'un instant, quelques secondes, où personne ne regardait vraiment. Dans ce court moment, Gabriel prit une décision. Il ne l'avait pas prévue, il n'y pensa pas vraiment. Il sentit simplement qu'il devait le faire. Il se plaça derrière le fauteuil roulant d'Anne-Livia, jeta un regard rapide autour de lui, puis saisit les poignets. Sans dire un mot, il poussa. Le fauteuil commença à avancer, lentement, puis prit de la vitesse. Les roues avant atteignirent la première marche. Tout le fauteuil bascula, heurtant la première marche avec fracas, puis la deuxième, puis toutes les autres. Chaque choc résonnait dans l'air. Le cadre vibrait, les roues frappèrent le béton encore et encore. Gabriel courait à côté, essayant de maintenir le fauteuil droit, mais surtout suivant son mouvement. Édouard se retourna au bruit. Il vit le fauteuil dévaler les marches et resta figé un instant. Madame Célie poussa un cri et laissa tomber la bouteille d'eau. Elle se mit à courir, paniquée. Tout arriva en quelques secondes. Le fauteuil s'arrêta brusquement en bas des marches. Un silence pesant s'installa, puis tout le monde accourut. En bas, Anne-Livia était toujours dans son fauteuil. Elle n'était pas blessée, pas de coups, pas de sang. Mais quelque chose avait changé. Sa poitrine se soulevait rapidement, comme si elle venait de courir. Ses yeux étaient grands ouverts, vifs, pleins d'attention, chose qu'on n'avait jamais vue auparavant. Édouard la rejoignit, tomba à genoux devant elle. « Anne-Livia », dit-il d'une voix tremblante. Ses lèvres bougèrent. Ses bras, immobiles depuis toujours, se mirent à trembler. Ses doigts frémirent. L'un d'eux se leva lentement. Puis vinrent les larmes. Pas celles de la douleur, ni celles du silence. C'étaient des pleurs d'éveil, d'une âme qui se réveille d'un long cauchemar. Sa tête se tourna légèrement vers Gabriel, qui se tenait à quelques pas, haletant, les bras serrés contre lui. Madame Célie se couvrit la bouche des deux mains. Les infirmières, habituées aux infimes réactions, n'avaient jamais vu cela. Ce n'était pas un petit signe. C'était réel. C'était une réponse. Édouard resta un instant sans savoir quoi faire. Il continua de lui parler, de lui poser des questions, cherchant son regard. Elle clignait des yeux, encore et encore. Il prit sa main et, cette fois, elle bougea ses doigts pour refermer les siens autour des siens.
Ce n'était pas une prise forte, mais elle existait. Gabriel, lui, restait debout, silencieux, observant. Il ne souriait pas, ne paraissait pas fier, seulement attentif. Madame Célie s'agenouilla à côté d'Édouard et examina les bras, les jambes, le visage d'Anne-Livia. Aucune blessure. Les larmes de la jeune fille continuaient de couler, mais elles n'étaient pas tristes. Elles étaient pleines de vie, comme si quelque chose en elle, enfermé depuis des années, venait enfin de se libérer. Ses yeux suivirent les mouvements, cherchèrent les voix. Elle ne l'avait jamais fait avant. Les infirmières, stupéfaites, assistaient à l'impensable. Un simple escalier, banal et rugueux, avait déclenché quelque chose au plus profond de son esprit. Personne ne l'avait prévu. Personne ne l'avait provoqué. Et pourtant, c'était arrivé. Après le choc, Édouard souleva doucement sa fille du fauteuil pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. Elle continua de le regarder, les yeux pleins de conscience. Il la serra contre lui, et sa main se leva pour toucher sa poitrine. Jamais elle n'avait fait cela auparavant. Gabriel s'approcha lentement et s'assit sur la dernière marche. Il la regarda, lui sourit doucement et dit « Je savais que tu étais là. » Elle leva les yeux vers lui, vraiment. Ce n'était plus un regard vide, mais un regard précis, chargé d'émotion. Elle le reconnaissait. Édouard, tremblant encore de peur et d'incrédulité, ne trouva pas la force de le gronder. Au fond de lui, Édouard savait que sans le geste insensé du garçon, ils en seraient encore à attendre un simple clignement d'yeux. Les infirmières, accourues depuis l'autre côté du parc, avaient elles aussi les larmes aux yeux. Elles avaient déjà vu des miracles à l'hôpital, mais jamais rien de tel. Ce n'était pas une percée médicale, c'était autre chose. Quelque chose qu'aucun scanner ni traitement n'avait jamais pu atteindre jusqu'à présent. Ce jour-là, la descente des marches avait tout changé. Ce n'était plus une question de risque ou de danger, mais de lien, d'instinct et d'un moment qui défiait toute explication. Ce qui s'était produit n'avait aucun sens pour les médecins, mais pour ceux qui étaient là, c'était évident. L'escalier n'avait rien de spécial, et pourtant, pour Anne-Livia, il avait été l'étincelle. Ce qui était resté enfermé dans son esprit s'était éveillé à cette chute soudaine, à cette sensation de mouvement qu'elle n'avait jamais connue. Édouard la garda tout près de lui le reste de la journée. De retour à la villa, l'équipe médicale les attendait déjà et entreprit une série complète d'examens. Tout paraissait normal, mais plus personne ne se souciait des chiffres ni des graphiques. Ils l'avaient vue pleurer, bouger, regarder. À partir de ce jour, plus personne ne voyait Anne-Livia comme une simple fille muette dans un fauteuil. Elle était vivante à l'intérieur. Gabriel l'avait sentie depuis le début, et maintenant, tout le monde l'avait vue. La descente des marches l'avait ramenée à la vie. Après ce jour-là, rien dans la maison ne fut plus comme avant. Tous avaient été témoins d'un événement qu'ils n'auraient jamais cru possible, et Édouard ne pouvait plus nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Dès lors, la présence d'Anne-Livia devint plus évidente. Elle restait silencieuse et clouée à son fauteuil, mais ses yeux brillaient de vie. Elle suivait chacun des mouvements de Gabriel, son regard vif et précis, loin du vide d'autrefois. Le personnel médical nota ces changements et la surveilla constamment, mais malgré toutes les analyses, personne ne trouva d'explication. Les résultats restaient identiques, mais tout le monde sentait la différence. Chaque fois que Gabriel entrait avec son petit sac de jouets, les yeux d'Anne-Livia le suivaient, comme si elle le reconnaissait mieux que quiconque. Édouard observait chaque détail, partagé entre incrédulité et espoir. Il avait attendu ce moment pendant des années, et enfin, il arrivait. Un après-midi, Gabriel entra en courant, tout excité, une idée nouvelle en tête.
Dans sa main, il tenait un petit canard en plastique jaune, usé, trouvé au fond de son sac de jouets. Il le pressa et le jouet émit un bruit aigu. Gabriel éclata de rire et regarda Anne-Livia. « Canard », dit-il d'une voix claire et joyeuse, puis il appuya de nouveau. « Coin, coin ». Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis les yeux d'Anne-Livia se fixèrent sur le jouet. Son regard ne le quitta plus. Gabriel le remarqua immédiatement. Il pressa encore une fois le canard et répéta plus lentement « Canard ». Édouard, assis non loin de là, se pencha en avant, le cœur battant. Gabriel répéta encore « Canard ». Et alors, après des années de silence, Anne-Livia ouvrit la bouche et laissa échapper un son étouffé, brisé. Ce n'était pas net, mais c'était réel. Gabriel resta figé, puis son visage s'illumina. Il insista avec enthousiasme. « Canard !» Anne-Livia tremblait, ses lèvres bougeaient, sa gorge libérant un son endormi depuis si longtemps. Elle essaya encore, et cette fois, le mot sortit plus distinctement. « Canard ». C'était faible, hésitant, mais c'était un mot. Un vrai mot. Édouard ne put se retenir. Les larmes jaillirent. Il porta les mains à son visage, submergé d'émotion. Il avait prié pendant des années pour entendre ne serait-ce qu'un son d'elle. Et maintenant, il l'entendait, son premier mot. Madame Célie accourut en entendant le bruit. Quand Gabriel lui expliqua ce qui s'était passé, elle tomba à genoux, bouleversée. Le silence qui hantait la maison depuis si longtemps venait de se briser. Ce n'était qu'un mot, mais il ouvrait les vannes de la vie. Tous comprirent, à cet instant, que ce moment dépassait toute notion de progrès médical. C'était la vie elle-même qui revenait. Anne-Livia avait parlé, et rien ne pourrait jamais effacer ce souvenir. Les jours suivants furent remplis de petites victoires, incroyables et simples à la fois. Gabriel continua ses jeux expérimentaux, sans jamais les traiter comme des exercices de thérapie. Le lendemain, il pressa de nouveau le canard. Anne-Livia répéta « Canard », cette fois sans hésitation. Sa voix était fragile, mais assurée. Puis vinrent d'autres mots. La balle devint « balle », le verre d'eau devint « eau ». Gabriel ne la poussait pas, il jouait simplement, répétant les mots en faisant un jeu. Parfois, elle ne disait rien. Et puis, soudain, un nouveau mot sortait comme une lumière dans le silence. Édouard, qui autrefois avait rempli la maison de machines, de médecins et de thérapeutes, comprit que rien n'avait jamais atteint sa fille comme cela. Ce n'étaient pas les appareils médicaux, ni les techniques compliquées. C'était un garçon, avec de la patience, de la joie et aucune peur. Édouard se mit à tenir un carnet, notant chaque mot qu'elle prononçait. Chacun d'eux était un trésor, la preuve que sa fille s'échappait peu à peu de la prison dans laquelle elle vivait depuis tant d'années. Les médecins venus évaluer ses progrès n'y comprenaient rien. Ils regardaient Édouard, secouant la tête, avouant qu'il n'avait jamais vu une chose pareille. Comment un enfant sans formation pouvait-il accomplir ce que des années de thérapie n'avaient pas réussi? Mais Édouard connaissait la réponse. Il ne s'agissait ni de formation ni d'argent. Il s'agissait de liens. Gabriel ne traitait pas Anne-Livia comme une personne fragile ou brisée. Il ne la regardait pas avec pitié, ni avec l'attente d'une performance. Il la considérait comme son amie, son égale. C'est cela qui faisait toute la différence. Avec Gabriel, tout était léger, tout était jeu. Et d'une manière mystérieuse, le jeu avait ouvert en elle des portes que la médecine n'avait jamais su forcer. Édouard passait désormais plus de temps avec eux, les observant, apprenant, participant parfois à leur jeu. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait vivante. Les murs n'étaient plus le reflet du silence et du chagrin.
Il résonnait de rires, de mots et du début d'une nouvelle vie pour Anne-Livia. Chaque nouveau mot était une fête. Parfois, ce n'était qu'un murmure. Parfois, un son brisé, mais c'était un pas en avant. Elle disait « veux » quand ses yeux se tournaient vers quelque chose que Gabriel lui montrait. Elle disait « balle » quand il la faisait rouler sur le sol. Elle disait « oh » quand il lui tendait un verre. Édouard pleurait chaque fois, incapable de se retenir. Madame Célie se mit à cuisiner plus souvent, emplissant la maison d'odeurs de vraie vie de famille. Les infirmières, autrefois strictes et professionnelles, souriaient et applaudissaient quand Anne-Livia prononçait un mot nouveau. L'espoir n'était plus une idée. Il était visible, tangible. Tous savaient que ce changement ne venait ni d'un miracle, ni d'une médecine avancée, mais du courage d'un petit garçon pauvre et pieds nus qui avait osé croire en elle. Gabriel l'avait littéralement poussé vers un nouveau départ ce jour-là, au bas des marches. Et maintenant, à chaque mot prononcé, Anne-Livia s'éveillait un peu plus au monde, brisant le silence qui avait régné sur sa vie pendant tant d'années. Un après-midi, en nettoyant le sous-sol de la villa, resté fermé depuis des années, Madame Célie et Gabriel découvrirent une petite porte étroite derrière une vieille étagère. Elle n'était pas verrouillée, simplement bloquée. Après quelques efforts, ils parvinrent à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un réduit couvert de poussière, rempli de vieux meubles et de plusieurs cartons empilés dans un coin. Gabriel, curieux comme toujours, commença à les ouvrir un à un. La plupart contenaient du matériel médical obsolète, des appareils cassés et des dossiers inutilisés. Mais une boîte attira leur attention. Le nom Anne-Livia y était écrit au marqueur noir. Madame Célie appela Gabriel et souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, il y avait des chemises, des carnets et des enveloppes pleines de papiers et de photographies. Certains documents portèrent le logo d'hôpitaux, d'autres étaient des notes manuscrites, signées. En lisant, les mains de Madame Célie se mirent à trembler. Gabriel s'assit à côté d'elle sur le sol, feuilletant silencieusement les photos. Ce qu'il découvrait n'était pas une simple paperasse administrative, mais le sombre témoignage de choses qui n'auraient jamais dû arriver à un enfant. Des choses qu'on avait voulu cacher. Le premier dossier portait une date d'il y a 5 ans. Il contenait des pages, décrivant des plans de traitement remplis de jargon médical. Mais même sans tout comprendre, quelque chose paraissait terriblement faux. Des expressions comme immobilisation physique, sédatif à haut risque ou procédure non approuvée revenaient sans cesse. Un document décrivait comment Anne-Livia avait été attachée pendant 12 heures d'affilée à cause d'une soi-disant agitation. Mais Madame Célie savait qu'Anne-Livia n'avait jamais été capable de bouger d'elle-même, encore moins de s'agiter. Un autre rapport parlait de l'administration d'un médicament expérimental aux effets secondaires graves. Il y avait aussi des photos, certaines montrant des marques sur les bras et les jambes d'Anne-Livia. Gabriel ne dit rien, mais son regard changea. Il n'était plus seulement curieux, il était bouleversé, en colère. Les yeux de Madame Célie se remplirent de larmes. Elle continua à lire, page après page, découvrant comment ceux qui devaient la soigner l'avaient traitée comme un objet. La petite avait souffert en silence, incapable de se défendre, pendant que d'autres prenèrent des décisions sans compassion ni prudence. Ce soir-là, lorsqu'Édouard rentra d'une courte réunion en ville, Madame Célie l'appela au sous-sol. Elle ne dit presque rien. Elle lui montra simplement les dossiers. Édouard les prit, s'assit sur une vieille chaise en bois et commença à lire. Il ne fallut que quelques minutes avant que son corps ne s'affaisse, ses mains serrant les papiers avec une douleur muette. Ses yeux restèrent longtemps fixés sur une photo. Une image d'Anne-Livia, inconsciente, un tube dans le nez, les bras attachés au lit. Il reconnut immédiatement la photo.
Elle provenait d'un hôpital en lequel il avait eu confiance. L'un des spécialistes qu'il avait engagé avait recommandé précisément ce traitement. Il se souvint de la détresse qu'il avait ressentie à cette époque, à quel point il s'était accroché à chaque promesse, à chaque espoir, prêt à tout essayer. Dans cette quête désespérée, il avait fermé les yeux. Il avait permis à des étrangers de traiter sa fille sans poser assez de questions. Il avait cru qu'il l'aidait. À présent, en découvrant la vérité, Édouard sentit quelque chose s'effondrer en lui. La culpabilité le frappa plus fort que tout ce qu'il avait connu. Il ne pouvait ni parler, ni se justifier. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester assis, en silence, tenant les dossiers comme s'ils pesaient 100 kilos. À côté de lui, Madame Célie se tenait droite, calme mais ferme. « Vous n'avez pas fait cela par haine, » dit-elle doucement. Mais cela a été fait, et il faut maintenant y répondre. Édouard acquiesça lentement. Elle avait raison. Ce qui s'était passé ne pouvait être effacé, mais il ne pouvait plus rester caché. Il fallait en répondre. Ce soir-là, Édouard rassembla d'autres documents dans son bureau. Des courriels, des contacts médicaux, des papiers administratifs. Madame Célie fit des copies de tout. Le lendemain matin, ils contactèrent un avocat en qui elle avait confiance, un homme qu'elle connaissait depuis des années. L'avocat écouta, examina les documents et comprit aussitôt la gravité de la situation. En quelques jours, la procédure légale fut enclenchée. Édouard autorisa la divulgation de tous les dossiers. Il ne chercha pas à dissimuler quoi que ce soit. Il voulait que la vérité éclate, quelles qu'en soient les conséquences. C'était le moins qu'il puisse faire pour sa fille. Pendant ces jours passés à rassembler des preuves et à parler avec les avocats, Anne-Livia restait tranquille à sa place habituelle. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait le changement. Elle voyait comment son père s'asseyait plus longtemps à ses côtés, comment il la regardait avec plus d'intensité, lui murmurant parfois « pardon » quand ils étaient les seuls. Gabriel, de son côté, cessa d'apporter des jouets pendant quelques jours. Il se contentait de lui tenir la main, silencieux. Il était en colère, non contre elle, mais contre ceux qui lui avaient fait du mal, sans savoir encore comment exprimer cette émotion. Pourtant, Anne-Livia réagissait à sa présence. Même sans nouveaux mots cette semaine-là, ses yeux le suivaient sans cesse. Elle commença aussi à montrer davantage d'expression. Parfois, un sourcil se soulevait à certaines voix. Parfois, ses lèvres bougeaient comme si elle essayait de parler. Ce n'était pas encore une communication claire, mais c'était un progrès. Et surtout, pour la première fois de sa vie, elle n'était plus traitée comme une patiente, ni comme un sujet d'expérimentation, mais comme une personne. Tandis que la procédure avançait, Édouard prit une ultime décision. Il appela la presse. Il ne cherchait ni la gloire, ni la compassion, mais il voulait que cela ne se reproduise jamais pour un autre enfant. Il fit une déclaration, expliquant comment il avait failli à sa fille en faisant confiance aux mauvaises personnes, et combien les enfants comme Anne-Livia avaient besoin de protection, pas d'expérience. Les journalistes vinrent à la villa, mais Édouard précisa qu'Anne-Livia ne serait pas filmée. Elle avait déjà trop souffert. Gabriel, entendant tout cela, ne comprenait pas tout, mais il savait que quelque chose d'important se passait. Il resta près d'Anne-Livia, pendant les interviews et les réunions, lui serrant doucement la main quand le bruit ou la tension devenait trop fort. Une nuit, alors qu'Édouard était assis à ses côtés, il lui murmura « Désormais, c'est toi l'héroïne, pas le cas. » Anne-Livia cligna lentement des yeux, 2 fois. Peu importait qu'elles aient compris ou non. Ce qui comptait, c'était que la vérité voyait enfin le jour. Elle n'était plus un dossier oublié dans une boîte. Elle existait aux yeux du monde. L'air de la villa semblait enfin plus léger.
presque paisible. Édouard prit alors une décision qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Un après-midi, il sortit dans le jardin et contempla l'ancien cabanon de bois abandonné depuis des années. Il tombait en ruine, couvert de poussière, rempli d'outils cassés. Mais Édouard n'y voyait plus un abri délabré. Il y voyait une possibilité. Il appela 2 ouvriers pour tout vider et réparer les fenêtres et les murs. Il ne donna que peu d'instructions. Faites-en un endroit lumineux et sûr. Quand tout fut propre, il peignit lui-même les murs en blanc et installa une grande table au centre. Les larges fenêtres laissaient entrer la lumière naturelle. Ce n'était pas luxueux, mais c'était apaisant, clair et accueillant. Parfait. Puis Édouard alla acheter de la peinture, des pinceaux, de grandes feuilles, des éponges et des feutres. En rentrant, il dit à Anne-Livia, « Cet endroit est à toi maintenant. Tu n'as pas besoin de parler ici. Montre-nous simplement. » Mais lorsque Gabriel la fit entrer dans la pièce et plongea sa main dans de la peinture bleue, quelque chose changea. Il pressa doucement ses doigts sur la feuille et ensemble, ils créèrent une empreinte. Elle la regarda longuement. Le lendemain, elle recommença, trempant ses doigts dans la couleur, puis les traînant lentement sur le papier. Une traînée bleue apparut. Elle la fixa, puis leva les yeux vers Gabriel, qui lui sourit. Dans l'atelier, il n'y avait aucune règle. Personne ne lui disait quoi peindre. Personne ne lui demandait pourquoi. Elle avait simplement le droit de créer. Peu à peu, elle se mit à expérimenter. Quand ses doigts se fatiguaient, elle utilisait des pinceaux. Elle essaya différentes formes, différentes teintes, mais revenait toujours au bleu. Édouard le remarqua. Il se souvint que le bleu était la couleur du ciel le jour où elle était descendue les marches du parc, le jour où tout avait changé. Ce souvenir était resté en elle, et maintenant il renaissait à travers la peinture. Gabriel aussi se mit à peindre. Il ne réfléchissait pas beaucoup à ce qu'il faisait. Il voulait simplement partager ce moment avec Anne-Livia, être à ses côtés dans ce nouvel espace de liberté. Parfois, il dessinait des bonshommes, d'autres fois des cercles maladroits ou des animaux à peine reconnaissables. Mais cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était leur présence commune, ce silence vivant où tous deux pouvaient être eux-mêmes. Édouard les observait souvent depuis la porte. Il n'intervenait pas, n'offrait pas de conseils. Il se contentait de regarder, émerveillé par tout ce qu'Anne exprimait sans prononcer un mot. Ses gestes restaient lents, mais grâce à l'aide de Gabriel, elle apprit à tenir le pinceau, à le presser contre la feuille. Parfois, elle ne peignait qu'avec une seule couleur, parfois 3. Certains jours, elle travaillait 1 heure entière, d'autres à peine quelques minutes. Pourtant, tout ce qu'elle faisait semblait essentiel. Les peintures commencèrent à s'accumuler. Gabriel les accrocha au mur. L'atelier, autrefois blanc, débordait désormais de vie. Peu à peu, les tableaux envahirent la maison. Édouard en suspendit dans le couloir, le salon, même dans son bureau. Chaque fois qu'il passait devant l'un d'eux, il s'arrêtait. Il ne lui demandait pas ce qu'il représentait. Il n'en avait pas besoin. Il le sentait, ses émotions, ses souvenirs, ses pensées prenaient en forme en couleur. Elle n'avait plus besoin de jargon médical ni de séances structurées. Elle avait trouvé sa propre voie. Et Édouard, qui autrefois courait après les médecins et les machines pour réparer sa fille, comprit qu'elle n'avait jamais été brisée. Elle avait seulement besoin d'un moyen de parler sans voix. La villa, autrefois pleine de silence et de tristesse, se parait maintenant de couleurs. Les visiteurs, en entrant, restaient stupéfaits devant les murs couverts de formes abstraites et de nuances de bleu. Gabriel disait fièrement « C'est elle qui l'a fait ». Et Anne-Livia souriait. Ce n'était pas un grand sourire,
mais il était vrai et suffisait à illuminer la pièce entière. Un jour, Madame Célie entra dans l'atelier avec de nouvelles feuilles et remarqua qu'Anne Livia avait peint quelque chose de différent. Ce n'était plus des formes ni des lignes. C'était un escalier bleu entouré de lumière. Gabriel le vit aussi. Ils comprirent aussitôt. C'était l'escalier du parc, celui qui avait tout changé. Elle s'en souvenait parfaitement. Ce moment, cette chute, cette étincelle. Elle l'avait gardé en elle et venait de le partager sans un mot. Édouard vit la peinture, la prit délicatement et la fit encadrer. Il ne dit rien. Il l'accrocha au centre du salon. Ce tableau, plus qu'aucun mot, était son histoire. Un instant de liberté transformé en couleur. Dès lors, l'art devint son langage. Quand elle était triste, elle peignait. Quand elle était heureuse, elle peignait. C'était devenu son rituel, sa thérapie, sa délivrance. L'atelier du jardin, autrefois un cabanon oublié, était devenu le cœur de la maison, l'endroit où les choses naissaient, se disaient et se partageaient. Édouard encourageait sa fille, achetant plus de matériel, construisant des étagères, allant jusqu'à inviter un professeur d'art un jour. Mais Anne Livia préférait créer seule. Gabriel restait son partenaire le plus fidèle, toujours prêt à l'aider, à lui nettoyer les mains, à choisir de nouvelles couleurs. Madame Célie gardait l'endroit propre, veillant à ce qu'il y ait toujours des collations à portée de main. La demeure, qui autrefois ressemblait à un hôpital privé glacé, débordait maintenant de chaleur et de vie. Et à travers ses peintures, Anne Livia disait à tous ceux qui entraient qu'elle n'était ni muette, ni brisée, ni perdue. Elle avait une voix forte, claire, pleine d'émotion. Elle ne venait pas de sa bouche, mais de ses mains, de ses lignes bleues et de ses gestes vibrants qui couvraient les murs. Et tous ceux qui voyaient cela comprenaient la même chose. C'était la liberté. Et elle lui appartenait. Tout avait changé d'une manière que personne n'avait prévue, mais que tout le monde acceptait. Ce qui avait commencé comme une maison brisée, emplie de douleur et de silence, était devenu quelque chose de réel. Ce n'était pas la famille parfaite des magazines ou des séries télévisées, mais c'était une famille. La leur. Un matin, Anne Livia était assise dans l'atelier avec Gabriel, dessinant avec des crayons de couleur. Elle ne parlait pas beaucoup, concentrée sur la feuille devant elle. Gabriel fredonnait un air inventé en dessinant à côté d'elle. Édouard passa devant la porte ouverte et s'arrêta en voyant ce qu'elle faisait. 3 petits personnages se tenant par la main. L'un avait de longs cheveux comme Madame Célie, l'autre des cheveux courts et ébouriffés comme Gabriel. Le dernier portait des lunettes, comme Édouard. Au-dessus, Anne Livia avait écrit un seul mot, d'une écriture tremblante mais soignée. « Nous ». Édouard entra doucement et demanda « Qui sont-ils » Elle sourit et répondit « Nous ». C'était tout. Et dans ce simple mot, tout prit sens. Quelques minutes plus tard, Madame Célie entra pour les appeler à déjeuner. En voyant le dessin, elle s'immobilisa, une serviette à la main. Ses yeux se remplirent de larmes, qu'elle essuya rapidement pour que personne ne le voie. Anne Livia leva les yeux vers elle et pointa du doigt la figure aux cheveux longs. « Toi », dit-elle. C'était simple, mais pour Madame Célie, cela signifiait tout. Elle n'avait jamais imaginé être plus qu'une aide dans cette maison. Elle était venue pour nettoyer, cuisiner, s'occuper des tâches du quotidien. Mais, sans qu'elle s'en rende compte, elle était devenue bien plus. Pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'Anne Livia l'avait choisie. Et cela valait plus que n'importe quel contrat. Dès ce jour-là, tout changea subtilement. Madame Célie continuait à cuisiner et à nettoyer, mais désormais elle s'asseyait à table avec eux, partageait des histoires de son passé et faisait partie de chaque instant de la maison.
Gabriel, bien sûr, avait toujours été présent, mais il n'était plus un simple visiteur dans le monde d'Anne-Livia. Il en faisait partie. Il partageait tout, les jeux, les blagues, les idées, même les silences. Ils avaient leur propre langage. Parfois, c'étaient des gestes absurdes. D'autres fois, des mots inventés qu'eux seuls comprenaient. Un jour, Édouard leur demanda ce que signifiait « flipper », et ils éclatèrent de rire sans répondre. Peu importait que les autres ne comprennent pas. Ce qui comptait, c'était qu'eux se comprenaient. Ils jouaient à cacher des objets, inventaient des règles, racontaient des histoires à partir de leurs jouets et de leurs dessins. Parfois, ils s'asseyaient dans le jardin et se faisaient des grimaces jusqu'à éclater de rire. Gabriel ne voyait pas Anne-Livia comme quelqu'un à protéger. Il la voyait comme son égale. Et elle le voyait comme un frère. Ce mot ne fut jamais prononcé, mais il vivait dans chacun de leurs gestes. Édouard, lui aussi, avait changé plus qu'il ne l'aurait cru. Il ne portait plus le poids de la culpabilité sur ses épaules. Il ne consultait plus les dossiers médicaux, ne cherchait plus de traitement sur Internet. Il ne comptait plus ses mots, ni ne mesurait ses mouvements. Il avait cessé d'essayer de la réparer. Désormais, il se contentait d'être là. Il lui lisait des histoires le soir, même lorsqu'elle s'endormait avant la fin. Il lui rapportait des surprises du marché. Une nouvelle nuance de bleu, un fruit étrange, une peluche. Il ne faisait plus ces choses parce qu'un médecin le conseillait, mais parce qu'il voulait être proche d'elle. Parfois, il s'asseyait à côté d'elle sans parler. Leur simple présence suffisait. Ses appels d'affaires devenaient plus courts. Son bureau restait souvent vide. À la place, il aidait Gabriel à faire ses devoirs ou demandait à Madame Célie des conseils de cuisine. Il fit même brûler une casserole de riz, ce qui fit rire toute la maison pendant une semaine. Il vivait enfin avec eux et non plus autour d'eux. Le soir, quand Anne-Livia et Gabriel dormaient, Édouard et Madame Célie se retrouvaient souvent dans la cuisine. Ce n'était pas prévu, c'était naturel. Ils s'asseyaient à la table, buvant du thé en silence. Parfois, ils parlèrent de la journée, du tableau qu'Anne-Livia avait peint, de ce que Gabriel avait dit, des petits désordres ou des joies simples. D'autres fois, ils ne disaient presque rien. Le silence n'était plus pesant, il était partagé, apaisant. Une nuit, Édouard lui dit doucement « Je ne sais pas ce que cette maison serait sans vous. » Elle ne répondit pas avec des mots. Elle hocha simplement la tête, continuant à boire son thé. Elle savait. Ce qui les unissait n'était ni romantique ni dramatique. C'était quelque chose né du temps, des épreuves, d'une maison transformée en foyer. Il y avait du respect, de la tendresse et un lien plus fort que les mots. Et ni l'un ni l'autre n'avaient besoin de l'expliquer. Ils savaient simplement qu'ensemble, ils n'étaient plus deux personnes venues de mondes différents. Ils avaient créé quelque chose de nouveau. La demeure, autrefois pleine de meubles froids et d'appareils médicaux, était désormais emplie de rires, de jus renversés, de jouets éparpillés et de murs couverts d'art. C'était le désordre, mais le plus beau des désordres. Il y avait des routines, mais elles n'étaient pas rigides. Des moments de silence, mais jamais de solitude. Et surtout, il y avait de l'amour. Un amour réel, quotidien, simple, qui n'avait pas besoin d'être crié ni écrit. Il se manifestait dans la façon dont Gabriel nouait les lacets d'Anne-Livia, ou quand elle pointait un jouet et qu'il devinait aussitôt lequel. Dans la manière dont Édouard lui prenait la main lors de ses journées calmes, ou dont Madame Célie bordait sa couverture chaque soir. Un jour, Anne-Livia fit un nouveau dessin, une maison avec 4 personnes. Elle le tendit à Édouard et dit « Famille ». C'était tout. Personne ne la corrigea. Personne ne demanda qui était qui. Ils hochèrent simplement la tête, parce que c'était vrai. Ce n'était pas une famille ordinaire, c'était mieux. C'était la leur.
Anne-Livia était maintenant assise dans la salle de repos de l'auditorium, attendant son tour de parler. Elle portait une simple robe bleue, sa couleur préférée, celle qui lui rappelait le ciel du jour où sa vie avait commencé à changer. Gabriel était à côté d'elle, les jambes se balançant sous la chaise, plus excité que nerveux. Édouard, dans le public, en première rangée, tordait ses mains, le cœur serré d'émotion. Madame Célie, en coulisses, aidait à organiser les intervenants et observait Anne-Livia d'un regard rempli de fierté. L'invitation était arrivée 2 mois plus tôt pour un grand événement national sur la résilience, l'espoir et la transformation humaine. Les organisateurs avaient entendu parler de son histoire et avaient insisté pour qu'elle la partage. Édouard avait d'abord hésité, ne voulant pas la mettre sous pression. Mais Anne-Livia avait accepté. Pas par obligation, mais parce qu'elle voulait que les gens comprennent ce qui comptait vraiment. Elle avait préparé son discours avec Gabriel, travaillant chaque phrase lentement, répétant quand c'était nécessaire, cherchant toujours la sincérité. Lorsque vint enfin son tour, le présentateur annonça son nom. Veuillez accueillir Anne-Livia Morera. Les lumières baissèrent, la salle applaudit poliment et elle avança en fauteuil roulant. Gabriel marchait à ses côtés, main dans la main. Sa robe bleue ondulait doucement, tandis qu'elle se dirigeait vers le micro. Le public s'attendait à un discours classique sur sa maladie, la médecine, la rééducation, peut-être un message scientifique. Mais lorsqu'elle s'arrêta devant le micro, elle sourit, jeta un regard à Gabriel et dit d'une voix claire et forte « Voici Gabriel. C'est lui qui m'a poussé dans les escaliers et qui m'a réveillé au monde. » Un silence absolu tomba dans la salle. Puis vinrent des rires émus, suivis de larmes. Ce n'était pas une plaisanterie, c'était la vérité. Cette phrase contenait des années de douleur, de progrès et de renaissance. Elle était brute, sincère, et elle fit tomber toute la tension de la pièce. Gabriel rit aussi, fier d'elle. Il se moquait bien des centaines de regards tournés vers eux. Pour lui, c'était simplement Anne-Livia, fidèle à elle-même. Elle poursuivit lentement, parlant avec calme et assurance. Ce n'était pas un discours appris par cœur, mais une histoire racontée de tout son être. Elle parla des années de silence, des médecins venus et repartis, des machines qui faisaient du bruit sans jamais lui faire sentir la vie. Elle expliqua comment tout le monde s'était concentré sur ce qu'elle ne pouvait pas faire. Marcher, parler, bouger, jusqu'au jour où un garçon était venu, sans rien lui demander. Il s'était simplement assis près d'elle, avait joué, parlé, comme si elle était déjà là. Elle dit au public que ce n'était pas la médecine qui l'avait réveillée, mais la présence. Pas un miracle, mais un moment, une poussée, au sens propre, qui avait tout changé. La salle resta suspendue à ces mots, certains essuyant leurs larmes, d'autres simplement bouleversés par la vérité. Celle d'une fille qu'on avait crue perdue, debout à sa manière devant la nation, racontant enfin ce qui s'était vraiment passé. Elle parla de la peinture, de la façon dont les couleurs lui permettaient de s'exprimer quand les mots manquaient, et de la couleur bleue qui lui rappelait la liberté. Elle évoqua son père, Édouard, qui avait cessé de chercher un remède pour devenir simplement un père. Elle parla de Madame Célie, entrée discrètement dans sa vie, devenue la mère qu'un enfant mérite, celle qui écoute, protège et reste. Puis, en regardant Gabriel, elle ajouta avec un sourire « Il ne m'a jamais traité comme quelqu'un de brisé. Il m'a traité comme quelqu'un de déjà complète. » La salle resta silencieuse, profondément émue. Ces mots ne ressemblaient pas à un discours préparé, mais à une vérité qu'on libère après trop d'années de silence. Elle ne parlait pas parfaitement. Certains silences étaient longs.
Quelques mots sortaient plus lentement que d'autres, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle parlait. Elle avait quelque chose à dire, et tout le monde l'écoutait. À chaque phrase, c'était comme si le poids de son ancien silence s'envolait un peu plus. À la fin de son discours, l'animatrice remonta sur scène. Le public se leva et applaudit, non par politesse, mais parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Des gens pleuraient, se prenaient dans les bras, souriaient à travers leurs larmes. L'animatrice demanda à tout le monde de rester pour une dernière annonce. « Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rendre quelque chose d'officiel, » dit-elle. Par décision légale, Madame Célie est désormais la tutrice officielle d'Anne-Livia. La salle applaudit de nouveau. Édouard, déjà submergé par l'émotion, se couvrit le visage de ses mains. Puis l'animatrice ajouta « Et Gabriel est désormais, de cœur et de lien, son frère. » Cette phrase fit exploser la salle d'applaudissements et de cris joyeux. Gabriel regarda Anne-Livia, d'abord un peu perdue, puis un grand sourire illumina son visage. Elle tendit la main vers lui et la serra fort. Il n'avait pas besoin de papier ni de signature pour se sentir son frère, mais entendre ces mots prononcés à voix haute le remplit de fierté. Madame Célie monta sur scène et les serra tous deux dans ses bras. Elle ne dit rien. Ses gestes disaient tout. Édouard observait la scène depuis le premier rang. Cette fois, ses larmes n'étaient pas faites de tristesse, ni de remords, ni de douleur. C'étaient des larmes de gratitude. Gratitude envers la vie, qui lui offrait une seconde chance. Gratitude envers le silence devenu parole. Gratitude envers ces inconnus, qui voyaient désormais Anne-Livia comme lui la voyait, non plus comme une fille dans un fauteuil, mais comme une force, une lumière, quelqu'un qui avait traversé l'obscurité et en était revenu avec une leçon à partager. Il se leva et applaudit plus fort que quiconque. Il ne pensait plus au passé. Il pensait à l'avenir, à sa fille devenue quelqu'un qu'on écoutait. Pendant des années, Édouard avait parlé à sa place, deviné ses émotions, interprété ses silences. Mais désormais, elle n'avait plus besoin de personne pour la représenter. Elle pouvait parler, choisir, guider. La fille qu'on traitait autrefois comme un cas médical était devenue une voix puissante. Son histoire, autrefois enfouie dans la douleur, était devenue quelque chose de lumineux, de fort, qui allait plus loin que tout ce que l'on aurait imaginé. En quittant la scène, Anne-Livia jeta un dernier regard vers le public. Elle ne dit rien d'autre. Elle n'en avait pas besoin. Son histoire avait été racontée et elle avait touché exactement là où il fallait. On se souviendrait d'elle, non pas seulement pour sa condition, mais pour son courage, son humour et sa vérité. Elle n'était plus un sujet d'étude. Elle était devenue une inspiration. Les organisateurs lui remirent une plaque d'honneur, mais elle y jeta à peine un regard. Ce qui comptait pour elle, c'était la main de Gabriel dans la sienne, le son des applaudissements fiers de son père, et le regard discret, mais plein de tendresse de Madame Célie. En coulisses, quelqu'un lui demanda si elle parlerait à d'autres événements à l'avenir. Elle répondit simplement « Peut-être, si Gabriel vient aussi ». Et lui, sans hésiter, répondit « Toujours ». Ils quittèrent ensemble l'auditorium, non plus comme des survivants du passé, mais comme des porteurs d'avenir. Une nouvelle voix était née, et son nom était Anne-Livia. Son histoire, autrefois muette, brillait désormais comme un phare pour tous ceux qui doutaient. De retour à la maison, le soleil de l'après-midi illuminait le salon. Anne-Livia déposa soigneusement sa médaille sur l'étagère, juste à côté du dessin qu'elle avait fait des années plus tôt. 3 silhouettes se tenant par la main. Elle le contempla un moment. Le papier avait jauni, mais son sens restait intact. Gabriel se tenait à côté d'elle,
et sortit de son vieux sac à dos un petit canard en caoutchouc, le même que celui qui avait tout déclenché. Ses couleurs étaient repassées, le sifflet à moitié cassé, mais il existait encore. Il le leva en souriant. « Je l'ai encore. » Anne-Olivia le regarda et éclata de rire. « Canard !» dit-elle clairement, sans aucune difficulté. Sa voix, plus forte qu'autrefois, portait une joie simple. Ils rirent tous deux, et pendant un instant, c'était comme s'ils étaient revenus à ce premier moment de découverte. Sauf que désormais, tout avait grandi. La maison paraissait différente. Non pas par de grandes rénovations, mais par la vie qu'elle abritait. Des dessins couvraient les murs, certains soignés, d'autres désordonnés. Des peintures colorées reposaient contre les meubles. L'ancien atelier était toujours en service, mais toute la demeure en était devenue une extension. Les couloirs, jadis froids et silencieux, étaient maintenant lumineux et tachés de peinture, et personne ne songeait à les nettoyer. Les rires résonnaient souvent. De la musique sortait de la cuisine où Madame Célie dansait en préparant le repas. Anne-Livia, désormais adolescente, avait grandi. Elle était plus grande, plus forte et surtout plus libre. Elle utilisait encore son fauteuil roulant pour les longs trajets. Mais dans la maison, elle marchait lentement par elle-même, s'appuyant sur les meubles et sur le bras de Gabriel quand il le fallait. Chaque pas était prudent, mais chaque pas lui appartenait. Sa voix, autrefois réduite à quelques sons brisés, était devenue fluide et expressive. Elle faisait encore parfois des pauses, mais quand elle parlait, tout le monde l'écoutait. Elle avait des choses à dire, et elle n'avait plus peur de les dire. Anne-Livia avait désormais des rêves. Elle parlait de voyager pour rencontrer d'autres enfants comme elle, pour les aider à trouver leur propre voie. Elle posait sans cesse des questions, curieuse de tout. Ses sujets préférés étaient l'espace, les animaux et les faits historiques étranges que Gabriel trouvait en ligne. Ils passaient souvent des heures ensemble dans l'atelier, pas toujours à peindre, mais toujours à discuter. Leur amitié avait mûri, tout en gardant la même sincérité et la même loyauté. Gabriel avait grandi lui aussi, plus grand, plus responsable, mais toujours aussi joyeusement maladroit. Il avait gardé certaines habitudes, marcher pieds nus dans la maison ou donner des noms à chaque nouveau meuble, mais il en avait pris de nouvelles, comme aider Anne-Livia à organiser ses œuvres ou à noter ses idées dans un carnet. Ils étaient plus que des amis, ils étaient une famille, pas par le sang, mais par tout ce qui compte vraiment. Et même quand la vie devenait difficile, il y avait toujours une épaule sur laquelle s'appuyer. La demeure n'était plus un lieu de guérison, mais un lieu de vie, de croissance et d'appartenance. Édouard avait changé d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Il continuait à faire tourner son entreprise discrètement, mais sa vie ne tournait plus autour des réunions ni des rapports. Il avait trouvé son véritable but, être père, non par fonction, mais par choix. Chaque soir, il lisait à haute voix pour Anne-Livia, même quand elle disait ne pas être fatiguée. Il s'asseyait souvent à côté d'elle pour l'écouter parler de ses nouvelles idées. Parfois, ils évoquaient le passé, parfois des choses légères, parfois rien du tout. Ils partageaient avec Madame Célie une harmonie tranquille. Autour d'une tasse de thé le soir ou en rangeant la cuisine, ils parlaient des enfants, de l'avenir et, plus rarement maintenant, du passé. La maison, autrefois pleine de culpabilité et d'attente, était devenue pleine de projets. Édouard ne cherchait plus de solutions. Il avait compris que la présence valait mieux que n'importe quel traitement. Et en étant là, chaque jour, il avait trouvé sa propre guérison. Tout n'était pas parfait. Il y avait des moments de frustration quand Anne-Livia trébuchait, butait sur un mot ou quand les émotions débordaient.
Parfois, Édouard ressentait encore le poids des années perdues. Parfois, Gabriel se fatiguait. Parfois, Madame Célie regrettait un peu la tranquillité d'avant. Mais malgré les difficultés, personne ne s'éloignait. Ils n'avaient pas besoin de perfection, seulement les uns des autres, et ils savaient. La maison était remplie de pinceaux non lavés, de chaussures oubliées dans le couloir et du bruit constant de la vie, du mouvement, de la création. Les repas étaient rythmés par les rires et les histoires. Il y avait des routines, mais elles restaient souples. Si Anne-Livia voulait peindre au lieu de faire la sieste, elle le faisait. Si Gabriel voulait préparer des crêpes la nuit, il le faisait. Les règles n'étaient pas écrites, elles étaient comprises. Chacun dans cette maison avait sa place, son rôle et sa voix. Même les jours calmes, le silence y était paisible, jamais vide. La médaille d'Anne-Livia restait sur l'étagère. Ce n'était pas pour la médaille elle-même, mais pour ce qu'elle représentait. Elle n'était plus une énigme, ni un dossier médical, ni une liste de symptômes. Elle était une personne avec une voix, un but et une histoire devenue un avenir. Elle avait traversé la douleur et en était sortie plus forte. Non parce qu'on l'avait réparée, mais parce qu'on l'avait aimée telle qu'elle était. Cet amour lui avait donné l'espace de grandir entre taches de peinture, fou rire nocturne et ce vieux canard en caoutchouc qui couinait encore si on appuyait assez fort. Sa vie avait pris forme. Sa maison, autrefois silencieuse et triste, était désormais bleue, non seulement par la couleur, mais par le sentiment, calme, ouverte, vivante. Son histoire avait commencé par une chute dans l'escalier. Mais ce qui l'avait relevé, ce n'était pas la chute, c'était tout ce qui avait suivi. L'amour, la patience et la famille qui n'avaient jamais cherché à la changer, seulement à l'aimer comme elle était. Enfin, nous arrivons à la fin de cette histoire. Je suis profondément heureux que vous soyez allés jusqu'ici. Merci infiniment de votre écoute. Partagez vos impressions en commentaire. Qu'avez-vous préféré? Qu'est-ce qui vous a touché? Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.